beaucoup. Bonjour tout le monde. Je suis content que vous soyez là dans la salle. Je suis content d'être là ici avec vous parce que, entre autres, je suis un gars de Québec. J'ai grandi vraiment proche d'ici. Puis, c'est vraiment rare que j'ai la chance de présenter sur mon métier en français en plus. Il va y avoir une couple de termes en franglais, là, je m'excuse, mais il y a des mots comme Olivier disait hier que ça ne le fait pas du tout en français. Et je vais commencer par vous parler un petit peu de mon background parce que la présentation aujourd'hui vient vraiment de mon expérience à moi professionnelle. C'est pas juste de mon emploi en ce moment chez Proofpoint. Là. Je vais essayer de vous parler de d'où vient la threat intelligence qui est générée par des organisations comme celle pour qui j'ai travaillé par le passé. Donc, j'ai étudié au Cégep Garneau. J'ai vu qu'il était dans la salle à côté. Cégep Garneau, l'Université Laval, à une époque où le principal enjeu en TI, c'était pas la sécurité, c'était le bug de l'an 2000. Ça trahit mon âge complètement. Mais par une espèce de hasard de la vie, j'ai continué ma progression de carrière vers la cybersécurité, plus précisément pour des compagnies, ce qu'on dit des vendors, là, des gens qui créent des solutions, des produits de sécurité. Donc, ça fait à peu près 12-13 ans que je travaille en sécurité. Ma première expérience, c'était chez i7. Vous avez entendu la présentation de Mathieu et Mathieu hier. J'ai travaillé avec eux pendant plusieurs années. J'étais chez i7 au tout début de leur présence à Montréal, à une époque où on faisait de la recherche sur des logiciels malveillants. On y allait au pif. On cherchait des logiciels malveillants bizarres, nouveaux. On faisait une analyse pendant des semaines, des fois des mois, beaucoup trop longtemps, puis on sortait des blogs. Puis c'était ça, la threat intel, qui était générique. C'était des blogs, un peu qu'on faisait pour le plaisir, entre guillemets. Et le processus, au fil des années, a maturé. Les façons de faire ont évolué dans l'équipe. Puis ça a donné la threat intelligence de très, très haut niveau, comme vous avez vu voir dans la présentation de Mathieu sur ce qui s'est passé en Ukraine. Je suis maintenant rendu chez Proofpoint. Mon équipe chez Proofpoint fait essentiellement le même travail que celle d'i7, c'est-à-dire on traque les mêmes attaquants. Mon équipe se spécialise sur les attaquants de type APT, donc qu'est-ce qui est attaque ciblée, dont le motif principal est le cyberespionnage. Mais on le fait d'une façon un peu différente, c'est-à-dire que chez Proofpoint, le cœur, pas pour un pitch de vente, là, mais le principal produit, parmi toute la suite de produits, c'est un pipeline de sécurité de courriel. Donc, mon équipe maintenant traque les mêmes attaquants, mais en amont de l'attaque, donc au niveau du courriel jusqu'à arriver au endpoint. Puis ce que i7 fait principalement, là, je sursimplifie la chose, mais la visibilité commence au endpoint et vers la suite de la chaîne d'infection. Donc c'est vraiment intéressant pour moi, j'ai appris beaucoup de nouvelles choses. Et donc je vais vous parler de comment on travaille quand on travaille d'un point de vue d'un vendor comme ça, puis comment on génère la threat intel qui en découle. Je vais essayer de faire une analogie avec ma présentation là, comme une recette de cuisine. Je ne sais pas si ça va marcher. Qu'est-ce que ça prend? C'est quoi les ingrédients pour faire de la bonne threat intel? Le terme garbage in, garbage out s'applique absolument. Si on n'a pas de la bonne information, peu importe comment on la traite, mais ce qui va sortir comme résultat fini, ça ne sera pas bon. Petite référence à RBO pour ceux qui se rappellent d'un crastillon. Ce n'est pas très, très appétissant. Je vais parler un peu de la recette qu'on applique à ces ingrédients-là, ces données-là, pour en tirer de l'information utile. Puis après ça, on va parler du résultat fini. C'est quoi la threat intelligence? À quoi ça ressemble? Et un des messages que j'espère vous transmettre, c'est de vous donner de l'info pour vous questionner sur la valeur de la threat intel que vous utilisez dans vos entreprises, dans vos organisations, parce que c'est pas tout égal. Puis de comprendre d'où elle vient, puis comment elle est générée chez chacun de vos fournisseurs. C'est quelque chose que vous devriez vous demander, puis ça va vous aider à mieux l'utiliser, puis la mettre en perspective. Alors, là, je vais vous parler d'un point de vue. Là, nous, pour un vendor, qu'est-ce qu'on utilise à tous les jours? Là? Bien, on consomme de la threat intel. En partant, on va lire les rapports, tout ce qui est open source intelligence. On lit les rapports que nos pairs vont publier. On va lire des rapports faits par des chercheurs anonymes, indépendants. On va regarder sur Twitter, Mastodon, tout ce que tu veux. Assister à des conférences, ramener cette information-là. Ça sera un peu niaiseux de passer à côté du travail que les autres ont fait, puis de dire on refait tout from scratch. Donc, ça a beaucoup de valeur, mais ces trucs-là, il faut les prendre avec un grain de sel où il y a des bémols à apporter. Il faut s'attarder à la crédibilité des sources qui ont publié de l'information. Quand ça vient d'une compagnie reconnue, ça va. Quand ça vient d'un blog anonyme ou d'un chercheur que personne ne connaît ou un compte anonyme sur Twitter,
il faut prendre ça avec un niveau de crédibilité différent, faire attention. Il faut aussi se méfier des echo chambers. Donc, si vous lisez 5 rapports qui disent la même chose, essayez de vous poser la question, est-ce que ça veut dire qu'il y a une organisation qui a fait l'analyse, puis 4 autres qui ont juste repris les résultats sans les reproduire, ou est-ce qu'ils ont tous indépendamment reproduit ou en sont venus à la même conclusion? Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a 5 rapports qui sont sortis sur la même chose, que l'information est encore plus vraie que s'il y en a juste un. Donc, il faut vérifier d'où vient, qui a fait la recherche, puis est-ce que ça a été corroboré ou pas. Il y a aussi beaucoup de partage d'informations entre organisations. Ça, c'est peut-être un peu moins connu. Dans le vendor space, là, entre les compagnies de sécurité, il y a beaucoup d'échanges d'informations techniques. Ça se fait souvent sur la base de réseaux de confiance. Donc, on se partage des indicateurs, des types. Hey, on a vu tel groupe faire ça. Même si au niveau commercial, il y a de la compétition, au niveau des analystes, au niveau des gens qui sont les mains dans la recherche, il y a beaucoup d'informations qui s'échangent parce que notre but commun, c'est de protéger nos usagers, nos clients, contre les attaquants, rendre les attaques encore plus difficiles pour les attaquants. Et donc, ça, c'est dans notre domaine de fabricants de produits de sécurité. Il y a aussi des liens avec des compagnies de réponse aux incidents. Ça, ils ont de l'information vraiment super rare parce qu'ils sont là. Ils ont accès à l'environnement, ils ont accès aux logs. Quand on est un antivirus ou une compagnie de sécurité de courriel, on n'a pas ça. Et finalement, la télémétrie exclusive. Ça, c'est le nerf de la guerre, à mon avis. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, c'est de l'information qui est originale, qui vient directement d'une organisation. Puis ça a plusieurs formes. Je vais plugger le travail d'Olivier et d'Andréane. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déployé des honeypots. Ils ont une méthode pour collecter de l'information, l'analyser. Bien, ça, pour moi, c'est de la télémétrie exclusive. Ils sont allés collecter de l'information sur le terrain, ça vient de eux. Ils n'ont pas copié ça de quelqu'un d'autre. C'est de l'information originale. J'ai mentionné aussi les compagnies de réponse aux incidents. Bien, ils sont là, ils sont chez un client, puis ils voient ce qui s'est passé. Ils l'ont vu de leurs yeux, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ça aussi, c'est exclusif. Puis après ça, tu as les vendors comme ESET, Proofpoint, les MSSP aussi. Puis eux, c'est un petit peu différent. Ils vont avoir peut-être pas autant de visibilité dans un cas de réponse à l'incident, mais ils vont avoir plusieurs clients. Donc, la visibilité va être très, très large et ça va donner une quantité d'informations massive. Vraiment beaucoup, beaucoup d'informations. Et il y a un point important, je fais une mini-pause, c'est que cette information-là qui est collectée par ces grandes entreprises-là, elle est très fortement biaisée en fonction de leur clientèle. Donc, et chez Proofpoint, par exemple, on fait du email beaucoup. On a des clients beaucoup aux États-Unis. Donc, notre threat intel va dériver beaucoup de cette visibilité-là. Versus une compagnie comme ESET qui va être sur le endpoint, des clients ailleurs dans le monde, ça va donner quelque chose d'autre comme visibilité. Ils vont voir ce qui se passe sur l'endpoint, la suite de la chaîne mouvement latéral, exfiltration de données. Ça, du côté du email, on ne voit absolument rien de ça. Et même si on compare deux compagnies similaires, mettons deux antivirus, bien, leur clientèle cible, est-ce qu'elle est différente? Un antivirus qui vend des produits dans la grande entreprise aux États-Unis va voir des attaques qui vont être probablement très différentes qu'une autre compagnie qui a un produit similaire, mais qui vend à des gens à la maison ou des petites entreprises au Vietnam, par exemple. Donc, il y a même au sein entre deux compagnies qui font la même chose, selon les bases de clientèle, leur visibilité va être très différente. Donc, la threat intel qu'ils vont générer va être différente aussi. Après les ingrédients, la recette. OK, comment on fait, comment on prend toute cette information-là puis on la travaille pour arriver à un résultat? Puis là, je ne connais pas tout, OK? Vraiment pas. Je vais vous parler vraiment du point de vue du vendor space que je connais plus, mais même plus spécifiquement quand on s'attarde aux attaques ciblées. C'est un petit peu différent dans les attaques motivées par l'argent, les ransomware, ce qu'on appelle le cybercrime en général. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec l'information qui provient de la télémétrie? Parce qu'il y a beaucoup de données. Je vais vous donner un ordre de grandeur, là. Chez Proofpoint, on va scanner ou traiter environ 6 milliards de courriels par jour. Ça fait pas mal de courriels. Puis on va voir passer environ 300 000 fichiers suspects ou malveillants, uniques, par jour, et qu'on n'a jamais vus avant. Donc c'est comme 300 000 fichiers qu'on doit comprendre c'est quoi ça. Donc évidemment, on a besoin de systèmes pour nous aider à y voir plus clair. Puis je vais aller
de façon très, très simplifiée, là, mais les grandes étapes, on veut commencer par dédupliquer l'information. On n'a pas besoin d'analyser le même fichier 2 fois, le même courriel 2 fois. Du moins pas là, à un intervalle de temps très, très court. Pour les fichiers, c'est relativement simple. On peut se baser sur le hash d'un fichier. Deux fichiers qui ont le même hash, c'est la même chose. C'est un petit peu plus tricky quand il y a des fichiers, des logiciels malveillants polymorphiques ou des file infectors, mais bon, ça se traite quand même. Pour des courriels, c'est un petit peu plus difficile parce que par définition des courriels, c'est toujours unique, mais il y a moyen de faire. Ensuite, on va vouloir caractériser tout ça. Donc, utiliser des systèmes automatiques pour extraire des caractéristiques de tous ces éléments-là à analyser. On va commencer par des analyses statiques. Ça, c'est super rapide, c'est pas coûteux parce qu'on n'a pas besoin d'exécuter le fichier, on fait juste regarder les caractéristiques propres au fichier. Le hash, la taille, l'entête PE, des imports, des chaînes de caractères dans le fichier, caractéristiques au niveau de la signature Authentic Code. Un petit mot sur les règles Yara. Si vous êtes familier ou pas familier avec Yara, Yara, c'est un langage qui permet de définir des règles qui vont matcher sur des binaires, sur des patterns dans des binaires. C'est pratique courante de se créer des règles Yara au fur et à mesure qu'on comprend des logiciels malveillants ou des techniques utilisées par les logiciels malveillants. On va se créer des Yara qu'on va pouvoir rouler sur des fichiers inconnus. Puis là, on peut voir quelle règle va matcher. Ça nous aide à définir c'est quoi ce fichier-là. Si ça matche sur des règles qu'on avait attribuées à une famille de logiciels malveillants X, bien, on se doute que ce fichier-là, c'est probablement une évolution de cette famille-là. Pour les courriels, c'est un petit peu différent parce qu'on va s'attarder à d'autres parties de l'élément, les entêtes dans le courriel, donc tout ce qui est infrastructure utilisée pour envoyer les courriels dans la chaîne SMTP. On va regarder le contenu du message body. On peut faire de l'analyse lexicale. On va regarder les URL qui sont contenus dans le message et évidemment les pièces jointes qu'on va caractériser comme je viens de l'expliquer, comme des fichiers qu'ils sont. On peut aussi passer à de l'analyse dynamique, toujours automatisée. Là. De l'analyse dynamique, c'est juste laisser un fichier s'exécuter dans une sandbox. C'est beaucoup plus coûteux, c'est beaucoup plus long à faire, fait qu'on ne peut pas nécessairement le faire sur tout. Mais c'est payant parce qu'on peut regarder ce qui se passe sur le système comme tel. Donc, on va regarder sur le file system s'il y a des fichiers modifiés, des fichiers ajoutés. On va regarder la trace réseau, voir ce qui se passe comme activité sur le réseau, qui vont nous donner de l'information qui ne sont pas nécessairement accessibles en analyse statique. Je vous donne un exemple. C'est super commun qu'un fichier, un logiciel malveillant va avoir des chaînes de caractères encodées ou chiffrées dans le binaire. Donc, juste en regardant, en cherchant des chaînes de caractères, on ne peut pas trouver disons, le nom de domaine du serveur de Command and Control, sans connaître le logiciel malveillant au préalable. Si on le laisse exécuter, on regarde la trace réseau, on voit une résolution DNS, soudainement, on a le nom de domaine, l'adresse IP associée au logiciel malveillant. On peut aussi aller voir plus loin dans la chaîne si le fichier source, c'est un petit downloader qui était en pièce jointe d'un courriel, un petit downloader de 20 lignes, ça ne nous en dit pas beaucoup. Si on le laisse exécuter, il va aller chercher le prochain stage, il va l'installer sur sa machine. Bien, nous, à la fin de l'exécution de la sandbox, on peut voir ce deuxième fichier-là, puis l'analyser, puis faire des liens entre le courriel, le downloader, puis le prochain stage. Donc, c'est comme ça qu'on bâtit du renseignement sur l'attaque en question. L'analyse dynamique, ça ne marche pas tout le temps en passant, parce qu'évidemment, les attaquants savent que à peu près tout le monde utilise ça, puis ils vont mettre en place des techniques pour reconnaître un environnement de sandboxing, puis ils vont altérer l'exécution du logiciel malveillant, soit juste quitter. Donc, il n'y aura pas de comportement malveillant observable, ou ils vont faire des trucs, ils vont contacter des services légitimes, bref, ils vont essayer de nous rendre la vie difficile. Mais on a des trucs aussi pour bypasser ça. Bref, c'est chat à la souris. Ça marche souvent, pas tout le temps. Donc, imaginez le scénario, je disais, on a une quantité phénoménale d'informations à tous les jours. On passe du temps à caractériser, à taguer avec des features, tous ces éléments-là, des fichiers, des courriels. Puis, j'en entends, dans votre tête, vous dites, on va parler de machine learning. Vous avez un petit peu raison, mais un petit peu tard, dans le sens que le machine learning, c'est cool, ça marche, mais pas si bien que ça. C'est pas un silver bullet. Ce qu'on a vu pour faire de la classification à grande échelle, c'est que ça va trouver des trucs, mais ça ne trouve pas tant de nouveaux trucs que les autres techniques
qu'on a déjà. Ça donne déjà des bons résultats. Donc, on l'utilise, mais ce n'est pas une révolution dans le monde de la classification de trucs malveillants. Et dans cet esprit-là, quand c'est le temps, on a caractérisé les trucs, on veut les regrouper, on veut les analyser. On arrive à la frontière, à la limite de ce que les systèmes automatisés peuvent nous donner, puis là où un expert doit entrer en jeu. Parce que on doit créer des liens que les systèmes ne peuvent pas voir. Ça prend vraiment de la connaissance d'experts. On va regrouper des trucs ensemble, on va pivoter sur des indicateurs, on va arriver à des cul-de-sac, on va revenir, puis au final, on va essayer de créer des liens entre des choses connues pour avoir une idée de c'est quoi qu'est-ce qu'on observe. Et dans ce processus-là, on va aussi trouver des outliers, des trucs vraiment bizarres, des trucs qui ont des caractéristiques uniques qu'on n'a jamais vues. Imaginez un fichier qui a des bouts de code vraiment suspects, vraiment louches, qu'on n'a jamais vu dans tout le corpus qu'on a analysé au fil des années. Ça peut des fois nous permettre d'identifier un nouveau logiciel malveillant, un exploit pour une vulnérabilité qui n'a jamais été utilisée auparavant. Bien souvent, ça va nous mener plutôt à des logiciels maison qui ont été codés de façon excessivement douteuse, mais ça fait partie de la game. En résultat, une fois qu'on a tout fait ça, là, vraiment, c'est en 5 minutes, c'est le travail c'est notre métier que j'ai résumé, mais le résultat de ça, c'est de la threat intelligence. C'est quoi la threat intelligence pour vous? On est quoi, 50, 60 dans la salle? Vous avez probablement une définition différente dans votre tête de celle de votre voisin. Je vais vous parler de quelques éléments qui font partie de la threat intel, selon moi, des IOC. Des feeds d'IOC, vous en consommez probablement tous. C'est quoi? Bien, c'est des indicateurs réseau, des IP, des noms de domaine, des indicateurs host-based, des hashes, des mutex, des clés de registre qui sont caractéristiques d'un logiciel malveillant ou d'une attaque. Et des IOC comme ça peut être généré par des systèmes automatiques. Je parlais des chaînes de caractères. Bien, s'il y a un nom de domaine en clair dans un logiciel malveillant, bien, les systèmes automatiques vont les ramasser. Par contre, si les chaînes de caractères sont chiffrées, bien, là, c'est l'analyse dynamique qui va être capable d'extraire cette information-là. Il y a quand même des points, des angles morts au système automatisé. Je vais vous donner un exemple bien concret. Imaginez un logiciel malveillant qui a ses chaînes de caractères qui sont chiffrées et que, en fait, il y a deux noms de domaine malveillants. Le premier est utilisé par défaut. Donc, dans la sandbox, on va le voir passer sur le réseau. Mais le deuxième serait utilisé seulement en backup si la résolution du premier nom de domaine échoue. Et si dans la sandbox, le premier nom de domaine a passé, on ne verra jamais le deuxième, on ne le verra pas passer. Et les chaînes de caractères sont chiffrées dans le binaire. Donc, comment on fait pour avoir cette information-là? C'est quoi le deuxième nom de domaine? Ça prend une analyse manuelle. Il faut être capable de comprendre la structure de la configuration, puis aller déchiffrer ou décoder toute cette partie-là. Donc, tout ça pour dire qu'un feed d'IOC, c'est bon, mais c'est peut-être pas complet si la source, si les gens qui l'ont créé ne font pas la partie d'analyse manuelle. Ça risque d'être incomplet. Il y a un autre bémol aussi au feed d'IOC, c'est que, ou du moins des feeds d'IOC qui sont générés de façon automatique, c'est que tout indicateur dans une trace réseau, par exemple, ça veut pas, qui est vu dans une trace réseau, ça ne veut pas dire que c'est malveillant. Donc, il y a beaucoup de logiciels malveillants qui vont contacter des services légitimes dans le cadre de leur exécution normale. Ça peut être contacter juste un ping vers google.com pour voir s'il y a de la connectivité réseau. Est-ce que ça veut dire qu'il faut bloquer google.com? Je ne pense pas. Il y a d'autres logiciels malveillants qui vont contacter des services légitimes comme canal de communication avec l'attaquant. Il y a les bots IRC il y a plusieurs années, mais sinon Twitter, Reddit, Discord, ça a tout été utilisé par des attaquants pour communiquer avec l'attaquant, recevoir des commandes, exfiltrer de l'information. Donc, si on regarde la trace réseau, c'est juste des choses légitimes qui se passent. Fait que si aveuglément on passe ça dans des feeds d'IOC, la valeur est moyenne, du moins s'il n'y a pas de contexte associé à ça. Donc, un autre élément de la threat intel qu'on dérive de ce travail-là qu'on fait quand on classifie et qu'on caractérise des éléments de l'information, c'est des éléments techniques vraiment approfondis sur des menaces. Là, on est vraiment dépassé ce que l'automatisation peut nous donner. C'est vraiment des gens qui vont manuellement analyser des fichiers ou des courriels. On peut s'attarder au protocole réseau utilisé par le logiciel malveillant pour communiquer avec l'attaquant.
on va être capable avec ça de, par exemple, rejouer un PK pour comprendre qu'est-ce qui a été envoyé à l'attaquant. Par exemple, s'il y a de l'information qui a été volée, exfiltrée, puis vous avez une capture réseau d'un poste infecté dans votre entreprise, si vous comprenez le protocole parlé par le logiciel malveillant, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui a été volé. Donc ça a de la valeur dans ce cas-là. On peut s'attarder aux algorithmes de chiffrement. On peut analyser comment un ransomware va chiffrer les informations sur un disque pour peut-être être capable de créer un outil pour déchiffrer l'information sans devoir payer la rançon à la fin. Ça se fait manuellement. Il n'y a pas d'autre façon de le faire. On peut aussi s'attarder aux vecteurs d'attaque. Au-delà de juste c'est le courriel ou c'est une vulnérabilité ou c'est un scan. Puis je vais vous parler d'un cas intéressant que mon équipe a publié cet automne. C'est un acteur qui s'appelle TA453, qu'on a appelé TA453. C'est qui TA453? C'est un groupe qu'on lie à l'Islamic Revolution Guards Corps, qui est une unité du gouvernement iranien. C'est un groupe qui opère depuis plusieurs années, puis leur objectif, c'est l'espionnage. C'est le cyberespionnage, donc il n'y a pas de motif financier, pas de motif destructeur non plus dans leur mandat. Et ils ciblent à peu près toujours les mêmes groupes. C'est secteur académique, donc des professeurs, des étudiants au niveau universitaire, des policymakers, des diplomates, des journalistes, des individus intéressés aux droits de la personne, par exemple. Leur tactique, c'est toujours la même. C'est du spear phishing, du hameçonnage, qui va mener vers des pages de credential phishing ou à l'occasion vers du logiciel malveillant. Et souvent, ce qu'ils vont faire, ils vont se créer un compte sur une plateforme de courriel quelconque, puis ils vont impersonnifier quelqu'un qui est susceptible d'être connu par leur cible. Donc, il va y avoir une espèce de social engineering ici, pas très, très sophistiqué. Mais l'idée, c'est d'établir un contact avec la cible, puis de gagner la confiance, puis éventuellement, passer à l'attaque. Et là, ça, c'est vraiment une campagne qu'on a observée qui, en regardant plus en détail, était vraiment intéressante. Donc, le courriel, je n'ai pas le courriel original, ça c'est une des réponses dans la chaîne de courriel, là. Les destinataires initiaux là, du courriel original, il y avait 5 adresses. 2 qu'on a pu identifier clairement comme étant des gens dans le domaine académique qui étaient activement impliqués dans les discussions pour le contrôle des armes nucléaires. Ça, c'était mi-2022, si vous vous souvenez. Il y avait beaucoup de tensions entre la Russie et les États-Unis par rapport à l'escalade de l'utilisation du nucléaire dans le conflit. Et donc, l'émetteur, la pseudo-personne qui a émis ce courriel-là se faisait passer pour quelqu'un du Pew Research Center, pas le Pew Map, là, mais donc c'est un gros think tank américain. Et le sujet, c'était, en gros, « Bonjour, je suis en train d'écrire un article sur la prolifération du nucléaire. Voulez-vous le réviser avec moi? » Et en analysant la discussion et les autres destinataires, on s'est rendu compte que les 3 autres, donc il y en a 2 qu'on a identifiés comme étant des académiciens, les 3 autres, c'était des boîtes de courriel aussi contrôlées par l'attaquant. Et là, ce qu'on a vu, c'est le message est envoyé, puis les boîtes d'attaquants ont commencé à se répondre entre eux. « Oh, très intéressant, merci, ah, wow! » Et là, on peut imaginer à quel point les cibles pouvaient facilement être convaincus que c'était légitime tout ça, parce qu'ils voyaient des pairs répondre, embarquer dans la discussion. Et il s'est passé environ 2 semaines entre le premier courriel puis le moment où un premier lien malveillant est envoyé. Donc, il y a vraiment eu une discussion, du back and forth, pour parler des paramètres de la collaboration et tout. Puis éventuellement, il y a eu un lien qui a été envoyé par l'émetteur original de ce courriel-là, qui contenait, dans le fond, c'était un lien qui menait vers un logiciel malveillant. En fait, les cibles n'ont pas répondu. Un des autres faux comptes a comme répondu 3 jours après en disant « Ah oui, si vous ne l'avez pas vu, voici le lien, il marche pour moi. » Il y a vraiment une espèce de game psychologique. On appelle ça du multi-persona impersonation. C'est assez rare dans l'APT, mais technologiquement parlant, c'est simple. C'est tu te crées 3-4 adresses email, puis c'est-tu avancé, Nicolas? Nicolas? C'est une attaque avancée ou pas? Du point de vue technique, absolument pas. Mais c'est drôlement efficace d'un point de vue social engineering. Et là, ah oui, puis en plus, c'est qu'il y a un aspect FOMO, Fear of Missing Out, parce que, imaginez-vous, vous êtes un académicien, puis vous pourriez peut-être apparaître dans un article
faite par un gros think tank, puis il y a d'autres académiciens fous, mais qui commencent à embarquer, tu dis hey, « moi, je veux être cité, je veux faire partie de ça ». Donc, c'est vraiment bon. Puis, cette ligne de temps-là, ça montre le P dans APT, l'Advanced Persistent Threat. T'sais, ils ont passé plus que 2 semaines à activement échanger avec 2 cibles. Donc, quand on dit que sont persistants, ces attaquants-là, c'est pas on essaie de ramasser n'importe qui puis son voisin, c'est je veux compromettre ces 2 personnes-là, puis je vais passer du temps, puis je vais revenir puis essayer de réussir mon mandat. Et pourquoi je parle de ça, c'est que c'est aussi de la threat intelligence, parce que cette nouvelle tactique-là, ce groupe-là ne l'avait jamais utilisée avant. Donc, les gens qui sont à risque d'être ciblés par TA453, dans le groupe que je vous ai mentionné, c'est important qu'ils sachent que ce groupe-là a commencé à faire ça, puis à se méfier davantage quand ils reçoivent un courriel qui est peut-être un peu douteux ou de collaboration, mais ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui y répondent que ça veut dire que c'est légitime. Donc, à part les éléments techniques dont je viens de parler, on peut aussi s'intéresser au contexte dans lequel une attaque se produit. On peut regarder la victimologie, on peut regarder le contexte géopolitique qui est autour, qui se passe au même moment de l'attaque. Ça permet de comprendre un peu le motif, qui peut être derrière l'attaque aussi. Et je vais vous parler d'une recherche qu'on a publiée en collaboration avec PricewaterhouseCoopers. Donc, je vous parlais de la partage ou de la collaboration dans l'industrie. Là. On a vraiment partagé énormément d'informations sur plusieurs incidents, plusieurs attaques du même groupe. Puis on a publié les détails sur un groupe qui s'appelle TA423, aussi connu sous le nom de Leviathan. J'ai une couple de slides en anglais, vous m'excuserez. Donc, c'est un groupe qui existe depuis vraiment longtemps, depuis plus de 10 ans. Sont alignés clairement avec le gouvernement chinois et sont connus pour de l'espionnage, vol de propriété intellectuelle. Et donc, il y a une campagne qu'on a observée, ça remonte à 2021, mais c'est quand même super pertinent, là. Donc, le 2 juin 2021, on a observé une campagne de spear phishing qui avait plusieurs cibles qui, a priori, n'avaient aucun lien entre elles. Donc, on avait des cibles dans le domaine de l'énergie, du gaz naturel, la construction, le secteur bancaire, l'ingénierie sous-marine, l'ingénierie tout court. Et on s'est rendu compte que toutes ces cibles-là étaient impliquées dans un projet d'exploitation gazière qui s'appelle le Kasawari Gas Field au large des côtes de la Malaisie. C'est un des plus gros projets d'exploitation gazière au monde, certainement le plus gros en mer de Chine méridionale. Le champ gazier est au large des côtes de la Malaisie, mais ça touche une zone, je vais vous montrer une carte après, là, ça touche une zone où la Chine revendique ce territoire-là, puis dit que c'est à eux, ce territoire-là, donc que le champ gazier devrait leur appartenir. C'est pas petit, dans le fond, ils prévoient exploiter 900 millions de barils de pieds cubes de gaz par jour. C'est vraiment, vraiment majeur. C'est censé être prêt cette année. On va voir si ça va y arriver. Mais si on regarde la ligne du temps, cette campagne de phishing-là qu'on a observée, c'était le 2 juin 2021. Et le début de la construction des plateformes dans le champ gazier a commencé le 1er juin 2021, une journée avant. Donc, le timing est à peu près, en tout cas, disons, intéressant. Donc, je vous montre la carte ici, là. À gauche, c'est le champ gazier près des côtes de la Malaisie. Et à droite, ce champ gazier-là, il est dans le petit carré jaune, c'est un peu petit. Puis la ligne pointillée, c'est la revendication de la Chine pour cette zone de l'océan, de la mer méridionale. Donc, on a plus de détails, on a présenté sur ça avec beaucoup plus de détails et de l'attribution sur qui est vraiment, quelle unité du gouvernement chinois est derrière ça. Vous irez voir une présentation à CyberWarCon en novembre dernier. Mais ça vous donne un indice qu'une cyberattaque versus un contexte géopolitique en particulier, des fois, on peut faire des rapprochements. Et là, une mini parenthèse, parce que c'est quand même c'est assez rare que ça arrive. Peu après, je pense dans la semaine suivant notre publication, il y a eu une conférence de presse organisée avec la Chine et un journaliste de Bloomberg qui a demandé au deputy, comment il s'appelle, le deputy director du ministère des Affaires étrangères, donc un très, très haut placé du gouvernement chinois, qu'est-ce qu'il pensait de notre rapport. Donc, je vais vous le lire, là. Je ne sais pas si vous pouvez lire, là, mais
The firm you mentioned, Proofpoint, has no professionalism or credibility to speak of. Recently, it has frequently collaborated with the US government to systematically spread disinformation, on the so-called China hacking attacks, serving as the white gloves of the US government. Donc, c'est très, très rare que le gouvernement chinois va réagir à des rapports sur l'activité qui est attribuée à leur pays. On était quand même fiers. Puis, le chercheur qui a travaillé sur ça beaucoup de notre côté, ben, il a son surnom maintenant, on l'appelle White Gloves à tous les jours. C'est quand même intéressant. Donc, un accomplissement professionnel pour lui. Donc, à part ça, après le contexte géopolitique, je vais parler rapido d'attribution. Parce que, donc, une fois qu'on a tout analysé et on a mis ça ensemble, les attaques spécifiques qu'on voit, on va essayer de lier ça à des attaques passées qu'on a déjà analysées ou à des groupes qu'on connaît. Donc, des fois, c'est clair, on va analyser une attaque et on va dire ça, c'est clairement tel autre groupe parce que toutes les caractéristiques sont communes. Donc, c'est une classification, une attribution facile. Des fois, c'est juste des overlaps partiels. Donc, c'est rarement précis. Très souvent, c'est flou. Parce que c'est quoi un groupe? C'est quoi un groupe d'attaquants, un groupe d'APT? Je parle de... Ici, on a TA453. Comment on définit ça? Un groupe, ben, on le définit en fonction de tout plein de caractéristiques techniques. Les familles de logiciels malveillants utilisées, l'infrastructure réseau utilisée pour soutenir les attaques, les tactiques utilisées, la victimologie, le type de victime, leur emplacement géographique, les motivations derrière l'attaque. Un groupe qui va attaquer les mêmes victimes, mais pour essayer de leur voler de la crypto versus les voler de l'information, ben, c'est possiblement des groupes différents. Peut-être pas, peut-être que oui. Et donc, quand on trouve des matchs partiels, des fois c'est des matchs partiels sur des groupes que nous on a définis, des fois c'est des matchs partiels sur des groupes que d'autres compagnies ont définis. Et dans ce temps-là, on va dire qu'on va définir un groupe dans notre organisation, puis on va dire qu'il y a un overlap avec le groupe XYZ tel que défini par une autre organisation. Puis l'exemple ici, c'est notre vision chez Proofpoint des groupes, d'un cluster de groupes iraniens. Donc, on va dire que TA453 correspond à APT42, mais on va avoir un overlap avec le Phosphorus de Microsoft, puis avec quoi UNC 2448 de Mandiant. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces noms de groupes-là? Aimez-vous ça? Je connais personne qui aime ça, mais c'est la vie, OK? Parce qu'il y a tout plein de nuances dans l'attribution. On ne peut pas s'en sortir. Ça sert personne de dire TA453, c'est comme APT 35 parce que ça ressemble pas mal, puis on ne veut pas mêler le monde avec tous les noms, parce que ça se peut que ce soit des groupes distincts qui se partagent un outil ou qui se partagent un serveur. Il y a des services partagés entre les groupes, il y a vraiment beaucoup de nuances. Fait que ça aide personne si on mettait tout ça dans les mêmes noms. Vous irez voir le meilleur exemple, je pense, c'est WinNTI, qui est qui est quoi? C'est pas un groupe, c'est on appelle un umbrella, OK? Parce que ça a commencé par être un logiciel malveillant qui a été attribué à un groupe, puis après ça l'a explosé. C'est comme l'exemple par excellence dans l'industrie pour dire c'est quoi un groupe, c'est quoi les risques de clusterer tout sous un même nom, alors que c'est pas vraiment le cas. Donc, ça va rester, je suis désolé. Puis il y a quand même une utilité à avoir ces petits clusters-là indépendants, parce que on peut suivre ces groupes-là avec un microscope et vraiment savoir comment ils fonctionnent, puis mieux se protéger contre leurs tactiques à eux, au lieu de mettre tout ça dans le même panier. Attribution avec un grand A, fait que ça, c'est quand on va attribuer une attaque à par exemple à une organisation ou à un pays peut-être en particulier. C'est un exemple ici des Américains qui ont attribué Leviathan, donc le groupe TA423 que j'ai mentionné tantôt, à une entité, une shell company qui a été faite par le gouvernement chinois. Des fois, ça va plus loin et le gouvernement a identifié 4 suspects, ces 4 ressortissants chinois qui travailleraient pour Leviathan. Donc ça, ce serait carrément des employés du gouvernement qui sont le groupe d'APT ou qui font partie du groupe d'APT qu'on a étudié. Et là, je vais vous expliquer comment mon équipe on fait pour trouver qui est derrière le clavier quand on analyse les attaques. Alors, on ne fait pas ça, en fait. Ce n'est pas notre job. On laisse ça au gouvernement, surtout quand c'est de l'APT.
Au mieux, on trouve c'est qui derrière un gouvernement, mais on fait quoi avec ça? Ce n'est pas des criminels que la police va arrêter. Olivier, ça sera de jaser de la désanonymisation dans le contexte de votre recherche. Qu'est-ce que tu fais après, une fois que tu as trouvé c'est qui, où est-ce qu'il se trouve? Dans le fond, il faut laisser à la police et aux organisations gouvernementales faire ce bout-là, cette connexion-là. Nous, on se base sur les détails techniques, ce qui est observable. Puis, je ne vous cacherai pas, il y a de l'information qui se partage entre des entités gouvernementales et des compagnies privées, mais c'est basé sur des faits. On donne de l'information. Dans le fond, on peut pointer les forces de l'ordre dans une certaine direction, puis on les laisse faire leur travail. Donc, on se limite à l'attribution avec un petit A. Et là, je plug une présentation de mon ancien collègue chez I7, Alexandre Côté-Cyr, qui a présenté à B-Sides Montréal l'an passé. Une présentation seulement sur l'attribution dans un contexte dans son contexte de chercheur chez I7. C'est 30 minutes en détail de qu'est-ce qu'il regarde comme caractéristique dans une attaque pour l'attribuer à un groupe. Les slides sont disponibles. Je ne pense pas qu'il y ait d'enregistrement, mais même les slides sont très intéressantes. Fait que je vous recommande vraiment d'aller jeter un coup d'œil. Ça vaut la peine. Puis même en 30 minutes, c'est pas assez pour expliquer tout ce qu'on peut faire. Fait que si ça vous intéresse, allez voir ça. Et donc, si on résume cette présentation-là, on revient en arrière, là, la qualité de ce qui sort d'une entreprise qui fait de la threat intel, bien, ça dépend de sa visibilité exclusive, puis qu'est-ce que ça fait comme recette pour traiter cette information-là puis en tirer des conclusions. Ça prend la meilleure threat intel vient de la meilleure information avec les meilleurs processus, les meilleurs outils, puis le meilleur mélange entre la partie automatique versus la partie manuelle de la chose. On a toutes sortes de façons de définir c'est quoi la threat intel. Il y a de la threat intel pour différents besoins. Fait que comprenez c'est quoi votre besoin avant de consommer la threat intel. Pas besoin de lire des rapports d'APT si vous n'êtes pas à risque de vous faire cibler par des APT. Puis questionnez-vous sur comment la threat intel que vous consommez a été faite. C'est rarement dit. Vous prenez un feed d'IOC, c'est une liste des IP, timestamp. Mais est-ce que la méthodologie pour créer cette liste-là vous a été expliquée? Puis sinon, bien, posez des questions parce que ça va vous aider à classifier la valeur de cette information-là. Il y a de la threat intel qui est faite en ce moment, qui est vendue par des compagnies qui utilisent VirusTotal puis des rapports en OSINT. Est-ce que ça a la même valeur que des rapports d'une compagnie qui a une visibilité exclusive sur les attaques qui se produisent chez leurs clients? Bien non. Fait que posez des questions, sachez dans quoi vous embarquez avant d'en consommer. Voilà. Est-ce que nous avons des questions? Oui, au fond, dans le fond, par le passé, là, il fut un temps, il y avait beaucoup de revendications au niveau des attaques. Là, il y avait des groupes qui revendiquaient. Et je sais que par le passé, on a vu aussi des gens qui faussement revendiquaient des attaques qui étaient faites par des APT, par exemple. Comment est-ce qu'on fait pour différencier le noise de ces gens-là qui veulent s'approprier des attaques, puis de les retracer aux bons APT ou aux bons agents? Fait que dans le domaine de l'APT, c'est quand même assez rare de la revendication. Ça va peut-être être plus quand il y a des opérations style hack and leak ou qui a un motif particulier à ça. Il n'y a pas beaucoup de façons de vraiment confirmer la chose sans être capable de comprendre comment l'attaque a eu lieu. Et tu parles des false flags, c'est quand même super intéressant parce que il y en a, puis il y en a des beaux cas documentés. Olympic Destroyer, si je ne m'abuse, était une espèce de cas d'école, je pense. Il y avait des indices que ça venait de la Russie, la Chine, l'Iran, puis à peu près tous les autres pays. Là. Ça avait été fait on purpose. Là. Fait que ça vient dans le processus d'attribution. On regarde les éléments techniques, puis on fait la distinction entre qu'est-ce qui est contrôlé par l'attaquant, puis qu'est-ce qui ne l'est pas. En fait, Mathieu a bien expliqué les timestamps de compilation dans un PE. C'est généré automatiquement par un compilateur quand tu compiles du code source en exécutable. Mais après ça, tu peux juste aller dans un éditeur puis changer la valeur. Donc, en soi, c'est modifiable, c'est falsifiable.
Par contre, quand tu corrèles ça avec d'autres informations, quand est-ce que tu as vu ça chez un client et d'autres, bien, tu peux dire c'est plausible que ça n'a pas été altéré. Fait que on se questionne sur chacun des éléments qu'on utilise pour attribuer les attaques et on se dit qu'est-ce qui est plausible? Parce qu'on n'a pas tout le temps, je suis sûr qu'on a fait des erreurs, tout le monde a fait des erreurs d'attribution, puis on ne le sait même pas parce que ça serait possible, je pense, de vraiment faire une attaque puis se faire passer pour un groupe d'APT sans que ça soit découvert que c'était pas vraiment ce groupe d'APT-là. Fait qu'il y a toujours un niveau d'incertitude, puis on y va à qu'est-ce qui est plus plausible avec ce qu'on connaît. C'est pas une science exacte. Est-ce que nous avons d'autres questions? Une fois, deux fois. Merci, Alexis. Merci.